Pour le 7e anniversaire de ma fille, mes parents lui ont envoyé une robe rose en cadeau. Elle semblait heureuse au début, mais ensuite elle s'est gelée. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai regardé de plus près et mes mains ont commencé à trembler. Je n'ai pas pleuré. C'est moi qui ai fait ça. Le lendemain matin, mes parents appelaient sans arrêt. Je suis Stéphanie, j'ai 34 ans et j'élève ma fille Harper seule depuis mon divorce. Si vous regardez ceci, s'il vous plaît, faites-moi savoir d'où vous venez dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous avant de continuer avec ce qui pourrait être l'histoire la plus difficile que j'ai jamais partagée. La vie de mère célibataire n'a jamais été l'avenir que j'avais imaginé pour moi-même. Après ma rupture avec Julien il y a 3 ans, j'ai tout mis dans la création de stabilité pour Harper. Notre petit appartement de 2 chambres est devenu notre sanctuaire, rempli de peintures au doigt et de soirées cinéma le week-end avec du popcorn fait maison. Je travaillais à distance comme graphiste, ce qui me permettait d'être présente pour les sorties d'école et les fièvres soudaines, bien que la pression financière fût constante. Ma relation avec mes parents, Gérard et Denise Dubois, avait toujours été compliquée, au mieux. Ayant grandi dans leur maison impeccablement propre de la banlieue de Rouen, j'avais des attentes rigides et un amour conditionnel. Chaque réussite s'accompagnait de critiques sur la façon dont elle aurait pu être meilleure. Chaque erreur était documentée et référencée pendant des années. Mon père, un dirigeant bancaire réputé pour son efficacité impitoyable, dirigeait notre foyer avec la même précision froide. Ma mère, une ancienne reine de beauté devenue socialité de club de golf, se spécialisait dans les compliments ambigus et la perfection publique. Stéphanie, ton projet de foire scientifique a remporté la première place, mais imagine si tu avais commencé plus tôt au lieu de procrastiner. Tu aurais peut-être été sélectionné pour la compétition régionale, dirait mon père, sa voix plate de déception malgré mon succès. Cette robe te va à merveille, ma chère. Elle aide vraiment à minimiser tes problèmes, chuchoterait ma mère en redressant mon col avant la messe. Quand j'ai rencontré Julien à l'université, il représentait tout ce que mes parents méprisaient. Il était artistique, spontané et issu d'une famille ouvrière du Puy-de-Dôme. Mais il me faisait rire, encourageait mes rêves et, pour la première fois, je me sentais vraiment vu. Il ne te fournira jamais la vie que tu mérites, proclamerait mon père lors de notre premier dîner de fête ensemble. Les artistes meurent de faim, Stéphanie. Tu as besoin de sécurité, ajouterait ma mère, en me faisant glisser une brochure pour l'école de droit sur la table. Malgré leurs objections, Julien et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à laquelle mes parents ont assisté avec des sourires forcés et des vêtements de marque. Leur cadeau de mariage était un chèque accompagné d'une note. Pour le jour où la réalité s'imposera, j'aurais dû le reconnaître comme le présage qu'il était. À certains égards, ils avaient raison à propos du mariage. Julien avait du mal à s'engager dans un emploi stable, préférant courir après sa prochaine grande inspiration artistique. Les détails pratiques de la vie, comme les factures et les rendez-vous chez le médecin, me revenaient de plus en plus. Mais ce qui a mis fin à notre mariage, ce ne sont pas ses choix de carrière, mais son infidélité avec une galeriste qui lui avait promis de présenter son travail. On te l'avait bien dit, fut tout ce que ma mère dit quand je l'ai appelée en sanglotant après avoir signé les papiers du divorce. Pour le bien d'Harper, j'ai maintenu un contact minimal avec mes parents. Des appels téléphoniques occasionnels, de belles cartes de Noël et de rares visites où ma mère critiquait ma façon d'élever Harper tandis que mon père remettait en question mes décisions financières. Harper les connaissait à peine, au-delà des cadeaux chers mais impersonnels qu'ils envoyaient parfois, souvent accompagnés de commentaires sur ce qu'ils auraient pu fournir. Si seulement je revenais à la raison et me rapprochais d'eux. À l'approche du 7e anniversaire d'Harper, début mai, elle pétillait d'excitation, faisant des listes d'invités élaborées et changeant d'avis quotidiennement sur la saveur de son gâteau. Chocolat avec garniture aux fraises, non, vanille avec des vermicelles arc-en-ciel. Attends, on peut avoir les deux? Demandait-elle, son sourire édenté impossible à résister. Nous avions opté pour une petite fête dans le parc local avec 5 de ses amis les plus proches. J'avais économisé pendant des mois pour pouvoir m'offrir les décorations sur le thème de la licorne qu'elle convoitait et le gâteau personnalisé de la pâtisserie du centre-ville qui faisait sensation. Son anniversaire réel tombait un jeudi, mais nous avions prévu la fête pour le samedi suivant. Le mercredi après-midi, la veille de son anniversaire, un camion de livraison s'est arrêté devant notre appartement. Le chauffeur portait une grande boîte enveloppée dans du papier argenté avec un nœud élaboré. « Livraison spéciale pour Harper Dubois », a-t-il annoncé en vérifiant sa tablette. De qui s'agit-il?
Ai-je demandé, bien que je m'en doutais déjà. La carte indique qu'il s'agit de Gérard et Denise Dubois, a-t-il confirmé. Harper est arrivé en courant au son de son nom. C'est pour moi? C'est un cadeau? Oui, ma chérie. On dirait que grand-mère et grand-père t'ont envoyé quelque chose pour ton anniversaire. Ses yeux se sont écarquillés. Mes parents reconnaissaient rarement son anniversaire au-delà d'une carte avec un billet de 20 €. L'année dernière, ils avaient complètement oublié. Puis-je l'ouvrir maintenant, s'il te plaît? A-t-elle supplié, rebondissant sur ses talons. J'ai hésité. L'intérêt soudain de mes parents me mettait mal à l'aise, mais l'excitation d'Harper était palpable. D'accord, mais laisse-moi prendre mon téléphone pour qu'on puisse leur envoyer une vidéo de remerciement. Pendant que je récupérais mon téléphone, j'essayais de faire taire mes soupçons. Peut-être faisait-il enfin un effort sincère pour faire partie de la vie d'Harper. Peut-être que leurs 60 ans le mois dernier avaient adouci la perspective de mon père. Je voulais croire le meilleur pour Harper. J'ignorais que ce cadeau apparemment innocent allait briser notre monde et me forcer à affronter les schémas toxiques que j'avais tant essayé d'éviter. Notre salon était baigné par la douce lumière dorée de l'après-midi. Alors qu'Harper s'installait par terre avec la grande boîte argentée devant elle, je me suis positionné en face d'elle, téléphone prêt à capturer sa réaction. Allez, la reine de l'anniversaire, ouvre-le, les jeux encouragés, repoussant mes préoccupations persistantes. Harper s'est attaqué à l'emballage avec l'enthousiasme débridé que seul une future enfant de 7 ans peut rassembler. Le papier argenté volait dans toutes les directions pendant qu'elle s'efforçait de révéler ce qu'il y avait à l'intérieur. La boîte en dessous était blanche avec un logo en relief doré de l'écrin des enfants, une boutique pour enfants exclusive que je n'aurais jamais pu me permettre. C'est si chic, s'est exclamé Harper en soulevant soigneusement le couvercle. À l'intérieur, nichée dans des couches de papier de soie, se trouvait une robe, pas n'importe quelle robe, mais le genre que l'on voit dans les magazines de mode pour enfants et porté par les filles de célébrités. C'était rose, la couleur préférée actuelle d'Harper, avec une jupe complète en tulle, un corsage en satin et de délicates perles le long du décolleté. Elle ressemblait à ce qu'une princesse porterait à un bal royal. Harper a halté, les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle est si belle. Elle s'est levée, tenant la robe contre elle. Puis-je l'essayer tout de suite? S'il te plaît, maman. Bien sûr, ai-je souri, sincèrement ravi de sa joie. Quels que soient mes problèmes avec mes parents, ils avaient au moins choisi quelque chose qu'Harper aimerait. Alors qu'Harper se précipitait dans sa chambre pour se changer, j'ai examiné la boîte à la recherche d'une carte ou d'une note. Glissée dans le papier de soie se trouvait une enveloppe de couleur crème avec le nom d'Harper écrit de la main caractéristique de ma mère. À l'intérieur se trouvait une carte avec une princesse dessinée qui disait « À notre adorable petite fille pour son 7e anniversaire. Puissions-nous faire en sorte que cette robe vous fasse vous sentir aussi spécial que vous l'êtes pour nous. Nous souhaiterions pouvoir vous voir plus souvent. Avec tout notre amour, grand-mère et grand-peine et grand-père. » Le message semblait assez innocent, mais la dernière phrase portait le reproche familier. Pourtant, j'ai décidé de me concentrer sur le bonheur d'Harper plutôt que sur les manipulations de mes parents. « Maman, peux-tu m'aider avec la fermeture éclair ?» a appelé Harper depuis sa chambre. Je suis allé l'aider, la trouvant aux prises avec le dos de la robe. Alors que j'atteignais la fermeture éclair, j'ai remarqué la qualité exceptionnelle du tissu. Cette robe coûtait probablement des centaines d'euros, un cadeau extravagant qui soulignait la disparité entre ce que mes parents pouvaient fournir et ce que je pouvais me permettre seul. Voilà. Retourne-toi et laisse-moi voir, ai-je dit en reculant. Harper a tourné sur elle-même, la jupe flottant autour d'elle comme un nuage de barbe à papa. Ai-je l'air d'une princesse? Absolument. La plus belle princesse de tout le royaume, ai-je répondu sincèrement. La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite sur mesure. Mais alors qu'Harper continuait à s'admirer dans son miroir, son expression a soudainement changé. Son front se plissa alors qu'elle tendait la main vers l'intérieur du col. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» a-t-elle demandé, sa voix tombant à un murmure. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Je me suis rapproché. Les doigts d'Harper touchaient quelque chose à l'intérieur du col de la robe. « Il y a quelque chose qui gratte ici. » J'ai regardé là où elle pointait et j'ai remarqué un petit morceau de papier cousu dans la couture du col, presque invisible à moins qu'on ne le cherche. Soigneusement, je l'ai extrait et déplié une petite note écrite de la main de ma mère.
Harper, demande à ta mère pourquoi elle te garde loin de ta vraie famille. Nous pourrions te donner tellement plus. Mon estomac s'est effondré. J'ai rapidement froissé la note dans ma main avant qu'Harper ne puisse la lire, mais ses yeux curieux avaient déjà aperçu un bout. Qu'est-ce que ça dit, maman? Pourquoi tu fais cette tête? Ce sont juste des instructions d'entretien, ai-je menti, forçant un sourire. Pourquoi ne continues-tu pas à regarder comme tu es belle pendant que je vérifie le reste de la robe pour m'assurer qu'il n'y a pas d'épingle ou d'étiquette? Alors qu'Harper retournait à admirer son reflet, j'ai commencé un examen plus approfondi de la robe, mes mains tremblant légèrement. Dans l'ourlet, j'ai trouvé une autre note cachée. Ta mère te prive de la vie que tu mérites. Une meilleure école, des cours de danse classique, un été en Europe. Mes mains tremblaient encore plus fort pendant que je continuais ma recherche. À l'intérieur d'une poche décorative, une autre note. Elle a échoué dans son mariage. Ne la laisse pas t'échouer aussi. Derrière un bouton nacré. Nous avons une caisse d'études pour toi. Demande pourquoi elle la refuse. Chaque découverte m'envoyait des vagues de nausées. La belle robe était un cheval de Troie conçu pour planter des graines de doute dans l'esprit d'Harper sur mon rôle de mère et notre vie ensemble. C'était de la manipulation de la pire espèce, utilisant un enfant innocent comme pion. J'ai dû faire un bruit, car Harper s'est retourné du miroir, son visage se couvrant d'inquiétude. Maman, ça va? Je me suis forcé à respirer normalement. Oui, chérie. Je viens de trouver un fil lâche que je dois réparer avant que tu ne portes ça à ta fête. Puis-je la garder encore un peu? A-t-elle supplié. En fait, ma chérie, je pense que nous devrions la garder pour ta fête. Nous ne voudrions pas la salir avant, ai-je suggéré, désespéré de retirer ce vêtement toxique de mon enfant. Le visage d'Harper s'est légèrement décomposé, mais elle a hoché la tête. D'accord. Tu peux m'aider à nouveau avec la fermeture éclair? Alors que je l'aidais à se changer pour ses vêtements habituels, j'ai remarqué sa manière plus calme. Tout va bien, Harper? Elle a hésité avant de demander, maman, pourquoi on ne voit pas grand-mère et grand-père très souvent? La note disait quelque chose à propos de la vraie famille. Mon cœur s'est brisé. Malgré mes efforts, elle avait lu assez pour planter exactement la graine de doute que mes parents avaient prévue. Je me suis assise sur son lit, tapotant l'espace à côté de moi. Viens t'asseoir avec moi une minute, ai-je dit doucement. Quand elle m'a rejointe, j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Les familles ont toutes formes et toutes tailles. Certaines personnes voient leurs grands-parents tous les jours, d'autres seulement pendant les vacances, et d'autres encore presque jamais. Cela ne signifie pas que quelqu'un aime moins quelqu'un d'autre. Cela signifie simplement que parfois les adultes ont besoin d'espace pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Son esprit de 7 ans peinait à comprendre ce concept. Mais ne veulent-ils pas me voir? Bien sûr qu'ils le veulent, l'ai-je assuré. Mais parfois, la façon dont ils veulent être grands-parents et la façon dont je veux être ta maman ne correspondent pas très bien. Est-ce que ça a du sens? Elle a hoché la tête lentement, bien que je pouvais dire qu'elle ne comprenait pas complètement. Comment aurait-elle pu? Les complexités des dynamiques familiales toxiques étaient difficiles même pour les adultes à appréhender. Dis-moi ce que je vais faire, ai-je dit, en forçant une luminosité dans ma voix. Pourquoi n'appelons-nous pas grand-mère et grand-père tout de suite pour les remercier de la robe? Tu peux leur parler de tes projets d'anniversaire. Le visage d'Harper s'est illuminé. On peut leur faire un appel vidéo? Je veux leur montrer comment elle me va. Nous essaierons, mais ils pourraient être occupés. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons laisser un message, ai-je dit, sachant pertinemment que mes parents répondaient rarement aux appels inattendus, préférant le contrôle de les rappeler à leur convenance. Comme prévu, l'appel est allé à la messagerie vocale. Harper a laissé un merci enthousiaste, mentionnant à quel point elle était impatiente de porter la robe à sa fête. J'ai ajouté un bref merci pour le cadeau attentionné, en gardant mon ton neutre malgré la rage qui montait en moi. Après avoir couché Harper cette nuit-là avec une histoire supplémentaire et des assurances sur ses célébrations d'anniversaire, je suis retourné au salon et j'ai étalé la robe sur la table basse. Avec une précision chirurgicale, j'ai commencé à examiner chaque centimètre du vêtement, trouvant un total de 12 notes cachées, chacune plus manipulatrice que la précédente. Ta mère te prive de la vie que tu mérites. Nous avons une belle chambre qui t'attend dans notre maison. Demande à ta mère le fonds fiduciaire qu'elle refuse.
Ton père est parti parce que ta mère l'a repoussé. Avant minuit, j'avais documenté chaque note avec des photographies et les avais placées dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve ». Mes mains avaient arrêté de trembler, remplacées par une résolution froide. Cette attaque calculée contre mon rôle de mère et ma relation avec ma fille avait franchi toutes les limites imaginables. C'était de la violence psychologique dirigée non seulement contre moi, mais aussi contre un enfant. Alors qu'Harper dormait paisiblement dans sa chambre, j'ai pris une décision. Ce serait la dernière fois que mes parents utiliseraient un cadeau comme arme. Demain apporterait des conversations difficiles et des décisions douloureuses. Mais pour l'instant, je me suis concentré sur le retrait de la dernière note de la robe avec un découseur et une aiguille. Si Harper avait à cœur de la porter pour sa fête, elle le ferait sans porter le poison de mes parents contre sa peau. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là alors que les souvenirs affluaient, illuminant un schéma de vie que j'avais normalisé trop longtemps. L'incident de la robe n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une stratégie calculée que mes parents avaient employée tout au long de ma vie. Mon premier souvenir de leur manipulation par le biais de cadeaux remonte à mon 8e anniversaire. Après avoir supplié pendant des mois, ils m'ont finalement présenté le vélo convoité que toutes mes amies avaient. Scintillant de rouge avec des banderoles sur le guidon. Cela semblait être un rêve devenu réalité jusqu'à ce que les conditions n'apparaissent. Ce vélo reste dans notre garage, a annoncé mon père. Tu pourras le monter quand tes notes seront satisfaisantes et que tes corvées seront accomplies selon nos normes. Ce qui aurait dû être une simple joie d'enfance est devenu un mécanisme de contrôle. Certaines semaines, je ne méritais jamais le droit de monter. Quand je me suis plainte que les autres enfants pouvaient faire du vélo quand ils le voulaient, la réponse de ma mère a été cinglante. D'autres parents se contentent de la médiocrité. Stéphanie, nous attendons l'excellence. À l'adolescence, les cadeaux sont devenus plus sophistiqués, mais les contraintes plus entravantes. Pour mon 16e anniversaire, ils m'ont surpris avec une voiture. Une berline modeste comparée aux véhicules de luxe qu'ils conduisaient, mais toujours plus que ce que la plupart de mes pères recevaient. Ta propre voiture, a proclamé mon père en me tendant les clés. Maintenant, tu pourras te rendre toi-même au cours de préparation au bac auquel nous t'avons inscrit 3 soirs par semaine et le samedi matin. Lorsque j'ai exprimé mon intérêt à rejoindre le journal de l'école à la place, les privilèges de la voiture ont été mystérieusement révoqués en raison de complications d'assurance. Ils sont réapparus une fois que j'ai accepté les cours de préparation. L'université a apporté une distance physique mais pas une liberté émotionnelle. Ils ont payé ma scolarité à l'école de commerce qu'ils avaient choisie, bien que j'avais rêvé d'étudier l'art. Chaque semestre, un nouvel ordinateur portable ou une nouvelle imprimante arrivait avec le rappel implicite de qui contrôlait mon avenir. Nous investissons dans le succès, disait mon père lors de nos appels téléphoniques mensuels où il m'interrogeait sur mes notes. C'est en 2e année que j'ai rencontré Julien dans un cours de littérature que j'avais choisi comme mon unique cours de plaisir autorisé. Sa passion pour la création de beauté plutôt que de richesse était enivrante. Quand il m'a encouragé à prendre plus de cours d'art, je l'ai fait secrètement, en utilisant l'argent que j'avais gagné grâce à un emploi sur le campus pour les payer. La découverte était inévitable. Ma mère a fait une visite surprise sur le campus et a trouvé ma chambre remplie de toiles et d'esquisses. C'est pour ça qu'on paie des milliers d'euros ? A-t-elle exigé, en montrant du doigt ma peinture. Le cadeau suivant qui est arrivé était un agenda relié en cuir avec chaque heure préprogrammée avec des cours de commerce, des événements de réseautage et des rendez-vous de conseil en carrière. À l'intérieur se trouvait une note. Une vie réussie exige une planification réussie. Je l'ai retournée non ouverte avec ma propre note. Je change ma spécialisation pour le graphisme. C'était mon premier véritable acte de défi. En réponse, ils ont réduit mon allocation pour couvrir à peine mes frais de dortoir, me forçant à travailler 2 emplois sur le campus tout en maintenant ma charge de cours. Diplômé, le schéma était devenu clair, bien que je manquais encore du vocabulaire pour le nommer. Chaque cadeau de mes parents était un magnifique cheval de Troie conçu pour réaffirmer le contrôle chaque fois que je m'écartais de leur vision. Mon mariage avec Julien représentait ma rébellion ultime. Après qu'ils eurent échoué à me dissuader avec tout, des statistiques de carrière sur les artistes au rapport d'enquête privée sur la famille de Julien, ils ont changé de tactique pour paraître solidaires. Nous voulons juste que tu sois heureuse, prétendait ma mère avec un sourire pratique lors de notre dîner de fiançailles. Leur cadeau de mariage était extravagant, un chèque de 20 000 € avec une note suggérant de l'utiliser comme acompte pour une maison convenable.
Lorsque nous l'avons plutôt utilisé pour financer l'atelier d'art de Julien et une lune de miel modeste, la température a considérablement chuté. Les cadeaux de fête sont devenus des piques passives-agressives comme des livres de développement personnel sur la gestion financière et des certificats cadeaux pour des conseils conjugaux. Alors que la carrière artistique de Julien peinait à décoller, leurs prédictions concernant notre instabilité financière commençaient à sembler prophétiques. La tension se faisait sentir dans notre mariage, bien que ce fût moins à propos d'argent et plus à propos de la pression pour prouver que mes parents avaient tort. Peut-être qu'ils avaient raison, a dit Julien lors d'une dispute particulièrement animée sur notre budget. Peut-être que nous étions naïfs. Ces mots ont créé la première vraie fissure dans notre fondation. Si Julien, qui avait jadis été mon allié contre leur matérialisme, vacillait, peut-être que j'avais eu tort depuis le début. Ce doute a créé de la distance entre nous, un espace qui a fini par permettre à sa liaison avec la galeriste Nathalie de s'épanouir. Lorsque notre mariage s'est effondré, mes parents n'ont pas seulement dit « on te l'avait dit ». Ils ont orchestré ce qu'ils appelaient un « forfait nouveau départ », un appartement entièrement meublé dans leur ville, un emploi dans la société d'un ami de mon père, et une inscription à l'école privée pour Harper. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'admettre mon échec et de revenir dans leur sphère d'influence. Pense à Harper, a insisté ma mère. Elle mérite les meilleures opportunités. Mais j'ai reconnu le schéma familier. Leur aide serait accompagnée d'une surveillance et de critiques constantes. Harper deviendrait un autre pion dans leur jeu de contrôle. J'ai donc refusé et nous avons déménagé dans un autre état, trouvant un travail à distance qui me permettait de reconstruire nos vies selon mes termes. Leur réponse fut un retrait froid, ponctué d'occasions de cadeaux pour Harper qui contenaient toujours des pics subtils. Une maison de poupée pour Noël est arrivée avec des meubles miniatures comme ceux qu'elle pourrait avoir dans une vraie maison. Des fournitures d'art sont arrivées avec des notes sur le développement de compétences commercialisables. Contrairement à son père, j'ai intercepté la plupart de ses messages avant qu'il n'atteigne Harper, essayant de préserver sa relation innocente avec des grands-parents qui envoyaient de belles choses. Je voulais qu'elle soit épargnée par le sous-texte manipulateur qui avait défini mon enfance jusqu'à présent. Jusqu'à ce qu'ils aillent trop loin, plantant leur poison directement dans l'esprit de ma fille avec ses notes cachées. Au lever du soleil, après ma nuit blanche, j'ai compris avec une clarté cristalline que ce schéma continuerait indéfiniment à moins que je ne prenne des mesures définitives. La vibration de mon téléphone a interrompu mes pensées. Un SMS de ma mère. Harper a-t-elle reçu notre livraison spéciale? Nous aimerions voir sa réaction. Un autre est arrivé quelques instants plus tard. Nous pensons à venir pour son anniversaire demain. Nous pourrions l'emmener faire du shopping pour des accessoires assortis à sa robe. L'audace était à couper le souffle. Non seulement ils avaient utilisé un cadeau d'anniversaire d'enfant comme arme, mais ils prévoyaient maintenant d'envahir notre espace sans invitation pour faire avancer leur programme. Mes doigts planaient sur le clavier, tentaient de libérer des années de colère refoulées. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone sans répondre. Cette confrontation ne se ferait pas selon leurs termes ni par la distance sécurisante de la technologie. Certaines résolutions devaient se faire en face à face. Alors que la porte de la chambre d'Harper grinçait et que son visage endormi apparaissait, j'ai caché ma fureur derrière un sourire de matin d'anniversaire. Joyeux anniversaire, ma grande de 7 ans, ai-je lancé, les bras ouverts pour un câlin. Aujourd'hui serait consacré à la joie d'Harper. Demain serait consacré à la protection et à la vérité. La robe avec ses dagues cachées m'avait enfin montré ce que je devais faire, pas seulement pour moi, mais pour le bien-être émotionnel de ma fille. Alors que nous partagions des pancakes d'anniversaire en forme de licorne, mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des messages et des appels de mes parents. Je l'ai mis en silencieux, me concentrant plutôt sur le bonheur d'Harper alors qu'elle ouvrait la boîte d'art et les livres que j'avais soigneusement sélectionnés pour elle. Contrairement à la robe coûteuse, ces cadeaux ne venaient qu'avec une seule condition, l'amour inconditionnel. Après qu'Harper se soit couché le soir, épuisé par une journée de célébration d'anniversaire, je suis retourné au salon et j'ai étalé la robe rose sur ma table de cuisine. Bien que j'avais retiré toutes les notes cachées, leur message cruel semblait toujours rayonner du tissu. Mes parents avaient appelé 17 fois dans la journée, passant d'enquêtes décontractées sur le cadeau à des messages de plus en plus exigeants sur notre manque de gratitude. Nous avons dépensé une fortune pour cette robe. Le moins que vous puissiez faire, c'est de l'accepter correctement, grognait le dernier message vocal de mon père. Assise à table avec une tasse de thé refroidi,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « manipulation émotionnelle par le biais de cadeaux » dans la barre de recherche. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai lu article après article sur la parentalité narcissique, les tactiques de contrôle psychologique et le concept de cadeau avec des contraintes. La terminologie était nouvelle, mais les schémas décrits étaient douloureusement familiers. Une phrase m'a particulièrement interpellé, le cadeau n'est pas un cadeau s'il est assorti d'une obligation. À 1 heure du matin, j'ai appelé Jessica, ma meilleure amie, qui avait été témoin d'une grande partie de ma lutte avec mes parents au fil des ans. Malgré l'heure, elle a répondu au 3e appel. Steph, tout va bien? J'ai raconté toute l'histoire, ma voix tremblant alors que je décrivais avoir trouvé les notes cachées et la confusion d'Harper. Ces monstres manipulateurs, a sifflé Jessica quand j'ai eu terminé. Dis-moi que tu ne laisses pas Harper porter cette robe demain. Elle y tient beaucoup. J'ai retiré toutes les notes, mais ce n'est pas le problème. Ils intensifient. Jess, ils menacent de venir sans prévenir, en essayant d'empoisonner Harper contre moi. Je ne sais pas quoi faire. La réponse de Jessica fut immédiate. Tu dois les couper complètement. Ils sont toujours ses grands-parents, ai-je dit, exprimant le conflit qui m'avait lié à eux malgré tout. Non, Steph, les grands-parents n'essaient pas de retourner les enfants contre leurs parents. Ce n'est pas de l'amour. C'est la guerre. Ces mots ont transpercé mon doute persistant. Elle avait raison. Ce que mes parents avaient fait allait au-delà de la simple critique ou du comportement de contrôle. Ils avaient délibérément essayé de nuire à ma relation avec ma fille. J'ai une séance d'urgence avec le docteur Lefebvre demain matin, ai-je dit, en me référant au thérapeute que je voyais par intermittence depuis mon divorce. J'espère qu'elle pourra m'aider à déterminer exactement quoi leur dire et à Harper. Bien. Et si tu as besoin de renforts pour les affronter, je suis là. Il suffit de demander. Après avoir raccroché, j'ai créé un document détaillé organisant des photographies de chaque note avec une chronologie d'incidents similaires tout au long de ma vie. En voyant tout cela étalé chronologiquement, le schéma est devenu indéniable. Ce n'était pas une tension familiale normale ou des différences générationnelles. C'était une campagne systématique de contrôle et de manipulation émotionnelle s'étendant sur des décennies. Le matin, j'ai déposé Harper à l'école avec des câlins supplémentaires, puis je me suis dirigé directement vers le cabinet du docteur Lefebvre pour mon rendez-vous d'urgence. La réaction de la thérapeute aux photographies fut celle d'une préoccupation professionnelle contrôlée, mais j'ai aperçu le flash de choc dans ses yeux alors qu'elle parcourait les images. Dans toutes mes années de pratique, c'est l'une des tentatives les plus calculées d'aliénation parentale que j'ai vues, a-t-elle dit finalement. Ces messages étaient clairement conçus pour saper votre autorité et créer de la confusion pour Harper. Que dois-je faire? Ai-je demandé, ma voix petite malgré ma résolution. Il menace de venir, de faire du shopping avec Harper. J'ai peur de ce qu'il pourrait lui dire quand je ne suis pas là. Le docteur Lefebvre s'est penché, son expression sérieuse. Stéphanie, nous avons discuté des limites avec vos parents de nombreuses fois au cours des 2 dernières années. Vous avez essayé le compromis. Vous avez essayé le contact limité. Vous avez essayé des demandes soigneusement formulées de respect. Rien de tout cela n'a fonctionné parce qu'ils ne reconnaissent fondamentalement pas votre droit de fixer ces limites. J'ai hoché la tête, la vérité de ces paroles s'imprégnant. Je pense qu'il est temps d'envisager ce que pourrait être une rupture complète, a-t-elle poursuivi. Pas nécessairement pour toujours, mais jusqu'à ce qu'il puisse démontrer un changement réel et le respect de votre rôle de mère d'Harper. Et Harper? Comment expliquer pourquoi elle ne peut soudainement plus voir ses grands-parents? Les enfants sont remarquablement adaptables et ils comprennent intuitivement l'équité et la gentillesse. Cadrer cela dans des termes qu'elle peut comprendre concernant le respect et la façon dont nous traitons les gens que nous aimons. Vous n'avez pas besoin de partager toute la complexité adulte avec elle. Au moment où j'ai quitté le cabinet du docteur Lefebvre, j'avais un plan. Je rencontrerai mes parents dans un lieu public loin d'Harper et j'établirai des conditions claires pour tout contact futur avec nous. S'ils refusaient de reconnaître leur comportement ou ne montraient aucune volonté de changer, je les informerai de ma décision de rompre temporairement le contact. Alors que je conduisais pour aller chercher Harper à l'école, mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro de mon père. Cette fois, j'ai répondu et j'ai mis sur haut-parleur. Stéphanie, enfin.
Ta mère et moi essayons de te joindre depuis 24 heures, a-t-il aboyé sans salutation. Je sais. J'étais occupé avec l'anniversaire d'Harper. Trop occupé pour envoyer un simple merci. Cette robe coûtait plus de 500 €. Faite sur mesure. Bien sûr, il commencerait par la valeur monétaire. Merci pour la robe. Harper l'a beaucoup aimée. Aimée. Juste aimée. Nous pensions qu'elle l'adorerait. A-t-elle trouvé les messages spéciaux? La voix de ma mère indiquait maintenant que j'étais également sur le haut-parleur. Mon sang s'est glacé à sa référence décontractée à leur manipulation. Oui, elle a trouvé certains d'entre eux. C'est d'ailleurs quelque chose dont nous devons discuter. Discuter de quoi? Nous voulions simplement lui faire savoir combien plus nous pourrions lui offrir, a dit mon père avec dédain. Je préférerais avoir cette conversation en personne, ai-je répondu, en m'en tenant à mon plan malgré ma colère croissante. Prévoyez-vous toujours de venir? Nous sommes déjà là, a annoncé ma mère avec triomphe. Nous sommes arrivés ce matin et nous sommes installés au grand hôtel de la ville en centre-ville. Nous pensions surprendre Harper après l'école avec une virée shopping. Ils avaient en fait volé sans confirmation, supposant que je satisfais simplement à leurs exigences. L'audace était si typique, mais toujours choquante. Cela ne fonctionnera pas pour aujourd'hui, ai-je dit fermement. Harper a des activités après l'école, mais je peux vous rencontrer au restaurant de l'hôtel à 16h30. Sans Harper, cela va à l'encontre de tout le but de notre voyage, a protesté ma mère. Néanmoins, c'est ce qui est possible aujourd'hui. Je vous verrai à 16h30. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter davantage. À la sortie de l'école, Harper a bondi dans la voiture avec l'exubérance d'un enfant toujours sur la vague d'excitation de son anniversaire. Puis-je porter ma robe de princesse à la fête demain? A-t-elle demandé immédiatement. Bien sûr, les jeux assurés. J'ai réparé tous les fislages. Yay. Grand-mère et grand-père seront si heureux quand ils verront les photos. Je me suis tendu. Harper, ma chérie, je dois te parler de grand-mère et grand-père. Son visage est devenu sérieux, sentant mon ton. Vont-ils bien? Ils vont bien. En fait, ils sont en ville en ce moment. Ses yeux se sont illuminés, alors j'ai rapidement continué. Mais je dois avoir une discussion d'adulte avec eux d'abord. Donc, tu vas avoir un rendez-vous de jeu avec Emma et sa mère cet après-midi. Mais si grand-mère et grand-père sont ici, pourquoi ne puis-je pas les voir? Sa lèvre inférieure a légèrement tremblé. J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, les adultes doivent régler les choses avant que les enfants ne s'en mêlent. C'est mon travail de maman de m'assurer que toutes tes relations sont saines et bonnes pour toi. Comme quand tu ne voulais plus que je joue avec Zoé parce qu'elle continuait à prendre mes jouets et à me blâmer. J'ai failli sourire à son analogie parfaite. Exactement comme ça. Parfois, nous devons établir de meilleures règles, même avec la famille. Harper a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. J'ai appelé la mère d'Emma, Laurence, qui a immédiatement accepté de prendre Harper pour l'après-midi après que j'ai brièvement expliqué la situation. Après avoir déposé Harper, je suis rentré chez moi pour me préparer à la confrontation. J'ai transféré les photos des notes sur ma tablette pour référence facile, je me suis habillé dans une tenue professionnelle qui me donnait un air armé et j'ai répété les points clés que je voulais faire. Pendant que je conduisais à l'hôtel, j'ai réalisé que mes mains étaient stables et ma résolution ferme. Pour la première fois en affrontant mes parents, je ne cherchais pas leur approbation ou leur compréhension. Je me tenais uniquement en tant que protectrice d'Harper. Et cette clarté m'a apporté une force inattendue. Le hall de l'hôtel était opulent, exactement le genre d'endroit que mes parents choisiraient pour souligner leur supériorité financière. Je les ai repérés immédiatement à une table d'angle dans le restaurant. Les cheveux argentés parfaitement coiffés de ma mère et la posture rigide de mon père étaient indéniables même de loin. Prenant une profonde inspiration, je me suis dirigé vers eux, prête à livrer la bataille la plus importante de ma vie. Pas pour mon propre enfant intérieur blessé, bien qu'elle en bénéficierait aussi, mais pour le droit d'Harper de grandir libre des schémas manipulateurs qui m'avaient presque détruite. Le restaurant de l'hôtel bourdonnait de conversations de dîner précoces, offrant un murmure de bruit de fond alors que j'approchais de la table de mes parents. Ils étaient habillés impeccablement comme toujours, ma mère en tailleur de marque et mon père en pantalon ajusté avec un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. La voilà,
s'est exclamée ma mère avec une fausse gaieté alors que j'approchais. Elle s'est à moitié levée pour un baiser d'air que j'ai esquivé, choisissant plutôt de m'asseoir directement en face d'eux. Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne se reprenne. Où est notre fille d'anniversaire? Harper ne se joindra pas à nous, ai-je déclaré fermement. Cette conversation est entre adultes. La mâchoire de mon père s'est serrée. Nous avons pris un vol transatlantique pour voir notre petite fille, Stéphanie, pas pour prendre un café avec toi. Je ne t'ai pas invité à prendre l'avion ici, lui ai-je rappelé. Tu as décidé tout seul, comme tu décides de tout le reste. Eh bien, nous pensions qu'après notre cadeau spécial, tu serais plus accueillante, a-t-elle interjeté, sa voix mielleuse, mais ses yeux affûtés. Harper a-t-elle aimé la robe? A-t-elle apprécié la quantité de réflexion investie? Leur manque total de conscience de soi était stupéfiant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma tablette sur la table face à eux. Parlons de la quantité exacte de réflexion qui y a été consacrée, ai-je dit, gardant ma voix égale alors que j'ouvrais la galerie de photos. J'ai tourné l'écran vers eux, affichant la première note cachée. Voulez-vous expliquer cela? Ma mère plissa les yeux devant l'écran tandis que mon père attrapait ses lunettes de lecture. La reconnaissance apparut simultanément sur leurs deux visages, mais aucun ne montra le moindre remords. Ce n'était que de petites notes d'affection, a dit ma mère avec dédain. De l'affection de grand-mère à petite fille. J'ai glissé vers la photo suivante. Harper, demande à ta mère pourquoi elle te garde loin de ta vraie famille. Nous pourrions te donner tellement plus. Est-ce de l'affection, mère? Ou est-ce une tentative délibérée de saper ma relation avec ma fille? Tu exagères, a coupé mon père. Nous voulons simplement qu'Harper comprenne les opportunités qu'elle manque en étant tenue à l'écart de nous. Opportunités? Tu veux dire comme être constamment critiqué et manipulé. Avoir chaque cadeau assorti de contraintes. Se sentir dire que l'amour est conditionnel à la performance. Ma voix est restée stable, mais j'ai senti la chaleur monter à mes joues. Nous t'avons donné tous les avantages, a rétorqué mon père, le coloris remontant sur son visage. Les meilleures écoles, les cours de musique, les camps d'été, tout ce que tu refuses à Harper. Vous m'avez donné des choses, papa, pas des avantages. Des choses avec des conditions et des attentes et un prix émotionnel si élevé que je les paie encore en thérapie. L'expression de ma mère s'est durcie. Thérapie? Bien sûr. Nous blâmer pour tes échecs au lieu d'assumer tes responsabilités. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de limites. J'ai parcouru davantage de photos des notes. Tu as caché 13 messages dans un cadeau d'anniversaire pour enfants, tous conçus pour lui faire remettre en question sa mère et sa vie. Avez-vous une idée de la manipulation que cela représente? À quel point cela peut être dommageable pour une enfant de 7 ans? Pendant un moment, une confusion sincère a traversé le visage de ma mère. Nous essayons juste de lui faire savoir que nous nous soucions de son avenir en lui disant que son père est parti parce que je l'ai repoussé. En suggérant que je la garde délibérément loin des opportunités, ce n'est pas de l'attention, mère. C'est de la cruauté. Mon père s'est penché, son persona d'homme d'affaires prenant le dessus. Stéphanie, tu as toujours été trop sensible. Nous essayons simplement de maintenir une relation avec notre seule petite fille que tu nous as systématiquement cachée depuis le divorce. J'ai maintenu des limites saines, ai-je corrigé, que vous ignorez ou franchissez systématiquement. Cette fois, tu es allé trop loin. Trop loin. Mon père s'est esclaffé. Qu'est-ce que tu penses exactement que nous avons fait de mal? Nous avons envoyé un magnifique cadeau à notre petite fille. Un cadeau est donné librement, ai-je répondu. Ce que vous avez envoyé était une arme conçue pour créer une division entre moi et Harper, et ce n'est que la dernière d'une longue histoire de manipulation. Le visage de ma mère a révélé une surprise sincère. Modèle? Quel modèle? Chaque cadeau que tu m'as jamais donné venait avec du contrôle. Le vélo que je ne pouvais monter que lorsque j'avais gagné le privilège. La voiture qui était vraiment juste un moyen de transport vers les cours que tu avais choisi pour moi. Le chèque de mariage dont tu t'attendais à ce qu'il dicte notre mode de vie. Et maintenant, ces notes pour Harper. Il s'agissait toujours de contrôle, pas d'amour. Le serveur s'est approché pour prendre notre commande, a senti la tension et s'est rapidement retiré. Mon père a utilisé l'interruption pour se ressaisir. C'est absurde.
Nous avons seulement toujours voulu ce qui est le mieux pour toi, et maintenant pour Harper. Non, ai-je dit fermement. Vous avez seulement toujours voulu ce que vous aviez décidé qui était le mieux. Il y a une différence. Alors, quel est exactement le but de cette réunion? A demandé ma mère, sa voix devenant froide. Nous accuser d'être de mauvais parents et grands-parents, de nous faire sentir coupables de vouloir être impliqués dans la vie d'Harper. Le but est d'établir des limites claires pour l'avenir, ai-je répondu, en passant au plan que j'avais préparé. Si vous voulez avoir une relation avec Harper, il y aura de nouvelles règles. Les sourcils de mon père ont grimpé. Des règles? Nous n'avons pas besoin de règles pour voir notre propre petite fille. En fait, si. Premièrement, plus de visites surprises. Vous demanderez la permission avant de venir et vous respecterez ma réponse si le moment ne convient pas. Deuxièmement, plus de dénigrement de mon rôle de mère par des commentaires ou des messages cachés. Troisièmement, les cadeaux ne sont que des cadeaux, pas des opportunités de manipulation. Si vous ne pouvez pas respecter ces limites, vous n'aurez pas accès à Harper. Le visage de ma mère est devenu rouge. Tu ne peux pas nous priver de notre petite fille. Nous avons des droits. Des droits de grands-parents. J'ai ri sans humour. Allez consulter un avocat. Je l'ai déjà fait. Dans notre département, vous devrez prouver que je suis une mère inadaptée ou que le refus de visite nuirait à Harper. Bonne chance pour prouver cela avec des preuves de votre tentative de l'aliéner de moi. L'expression de mon père s'est assombrie dangereusement. C'est ainsi que tu rembourses tout ce que nous avons fait pour toi, avec des menaces et des accusations. Je ne menace pas. Je constate des faits. Ton comportement est devenu nuisible et ma responsabilité principale est de protéger Harper. De ses grands-parents aimants, la voix de ma mère s'est élevée vivement, attirant les regards des tables voisines. Nous essayons de lui donner des avantages que tu ne peux pas lui fournir. Tu essaies d'acheter sa loyauté et de la retourner contre moi, ai-je corrigé. Et je ne le permettrai plus. Mon père s'est levé brusquement, dominant la table. Je n'assisterai pas ici pour me faire sermonner par ma propre fille sur la parentalité. Nous t'avons élevé pour réussir et au lieu de cela, tu as tout gâché pour un mariage raté avec un artiste affamé. Maintenant, tu vis dans un appartement miteux, tu peux à peine joindre les deux bouts et tu as l'audace de nous critiquer. Sa voix avait monté au point que les autres convives regardaient ouvertement. Je suis restée assise, refusant de faire correspondre son intensité. Papa, s'il te plaît, assieds-toi. Ne me dis pas quoi faire, a-t-il répliqué. Nous partons. Quand vous reviendrez à la raison et que vous réaliserez qu'Harper mérite mieux que ce que votre fierté obstinée ne vous permet, vous pourrez nous contacter. Alors qu'il jetait sa serviette, j'ai livré la dernière limite. Jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître que ce que vous avez fait était mal et que vous vous engagiez à respecter mon rôle de mère d'Harper. Nous ne serons pas en contact. Je bloquerai vos numéros et je retournerai tous les colis que vous enverrez. Ma mère a haleté. Tu nous couperais complètement. Tes propres parents. Je protégerai ma fille des mêmes manipulations émotionnelles que j'ai subies. Oui, c'est ridicule, a bafouillé mon père. Denise, nous partons. Stéphanie a clairement besoin de plus de temps avec son thérapeute pour surmonter ses délires. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, ma mère s'est penchée, sa voix basse et venimeuse. Quand Harper grandira et te reprochera de la tenir à l'écart des opportunités et de la famille, souviens-toi de ce moment. C'est ton choix, pas le nôtre. Non, mère. C'est la conséquence de vos choix. La porte reste ouverte si jamais tu décides de respecter les limites et d'avoir une relation saine. Ils sont sortis en trompe du restaurant, mon père s'arrêtant juste pour jeter de l'argent sur la table pour leur boisson non consommée. Plusieurs convives ont regardé leur sortie avant de tourner leurs yeux curieux vers moi. Je suis resté assise seule, étonnamment calme après la tempête. Une femme d'âge moyen à la table voisine a croisé mon regard. « Ça va, ma chère ?» J'ai hoché la tête, rassemblant ma tablette. « Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que ça va vraiment. » Pendant que je conduisais pour aller chercher Harper à son rendez-vous de jeu, j'ai répété comment expliquer la situation en termes appropriés à son âge. Il y aurait des questions, de la confusion, peut-être même des larmes. Mais naviguer cette conversation difficile était infiniment préférable à permettre au poison de mes parents de s'infiltrer dans le sens de la sécurité et de l'estime de soi d'Harper.
Mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Ta mère est en larmes. J'espère que tu es satisfaite de toi-même. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai bloqué leurs 2 numéros. La tactique de culpabilisation qui m'aurait dévasté il y a quelques jours rebondissait maintenant sur l'armure de la protection maternelle juste. Quand je suis arrivé chez Laurence, Harper a couru vers moi avec un dessin qu'elle avait fait, coloré et joyeux. Regarde, maman, c'est nous à ma fête demain. Je l'ai serré fort dans mes bras, inhalant l'odeur des crayons et de l'innocence. C'est magnifique, chérie. Rentrons à la maison. Tu as parlé à grand-mère et grand-père? Puis-je les voir demain à ma fête? Le moment de vérité était arrivé plus tôt que je ne l'avais prévu. Je me suis agenouillé à sa hauteur dans l'entrée de Laurence. Ma chérie, grand-mère et grand-père ont dû rentrer tôt. Ils ne seront pas à ta fête. Son visage s'est décomposé. Mais pourquoi ne veulent-ils pas me voir? Ils veulent te voir, mais pour l'instant, grand-mère et grand-père et moi avons besoin de temps séparément pour comprendre comment mieux nous entendre. Tu te souviens comment toi et Zoé aviez besoin d'une pause des rendez-vous de jeu jusqu'à ce qu'elle apprenne à ne pas prendre mes jouets? Harper a hoché la tête solennellement. C'est comme ça. Nous avons besoin d'une pause jusqu'à ce qu'ils puissent apprendre quelques règles importantes sur le respect de notre famille. Apprendront-ils jamais? A-t-elle demandé, sa voix petite. J'espère, chérie. Vraiment j'espère. Alors que nous marchions vers la voiture main dans la main, Harper m'a regardé. Maman, il y avait quelque chose de mauvais dans ma jolie robe? Tu avais l'air triste quand tu la vérifiais. Mon cœur s'est serré. Il y avait quelques notes qui n'étaient pas très gentilles. Mais je les ai toutes retirées. Alors maintenant, c'est juste une belle robe pour une belle fille d'anniversaire. Bien, a-t-elle déclaré avec la certitude d'une enfant de 7 ans, parce que je veux vraiment la porter demain. Et tu le feras, ai-je promis, en l'aidant à installer son siège auto. C'est ta robe maintenant, pas la leur. Tout comme ta vie est la tienne, pas celle de quelqu'un d'autre à contrôler. Elle ne comprenait pas tout à fait la signification de mes mots, mais un jour, elle le ferait. Et quand ce jour viendrait, elle saurait que sa mère s'était tenue fermement contre la manipulation et le contrôle, même lorsque cela se présentait sous le déguisement de l'amour et de cadeaux coûteux. La semaine suivant la fête d'anniversaire d'Harper fut un tourbillon d'après-coups émotionnels et de considérations pratiques. La fête elle-même fut un succès, Harper tourbillonnant dans sa robe rose désormais sans note parmi ses amis, soufflant les bougies sur son gâteau licorne, et déclarant que c'était le meilleur anniversaire de sa vie. Si elle avait manqué la présence de ses grands-parents, elle ne l'avait pas montré, trop absorbée par la joie de la célébration avec des amis qui l'aimaient inconditionnellement. Mais les répercussions de ma confrontation avec mes parents se sont manifestées de manière inattendue. Malgré le blocage de leur numéro, ils ont trouvé d'autres moyens de contact. Une lettre recommandée est arrivée de leur avocat 3 jours après la fête, menaçant vaguement d'action en justice pour droit de grands-parents et exigeant un calendrier de visite. Plutôt que de succomber à la panique, j'ai apporté la lettre à Marisa Goldstein, une avocate spécialisée dans les familles recommandées par Jessica. Dans son bureau confortable avec des diplômes alignés sur les murs, j'ai ressenti une montée de confiance en ayant un soutien professionnel. Juridiquement parlant, leur position est faible, m'a assuré Marisa après avoir examiné la lettre et entendu mon récit des événements, y compris les notes cachées. Les droits de visite des grands-parents exigent généralement de prouver que le parent est inadapté ou que le refus de visite nuirait à l'enfant. Leurs propres actions sapent les 2 arguments, ils ne peuvent donc pas forcer les visites. Pas probablement, cependant. Ils pourraient essayer de te traîner en justice par dépit. La vraie question est de savoir si tu veux couper complètement le contact ou établir des visites structurées et supervisées avec des limites fermes. J'ai réfléchi attentivement. Je préférerais qu'ils aient une relation avec Harper, mais seulement si elle peut être saine. Pour l'instant, je ne leur fais pas confiance pour ne pas continuer leur manipulation en mon absence. Marisa a hoché la tête, prenant des notes. C'est une position raisonnable. Je suggère que nous répondions par une lettre décrivant les conditions d'un contact futur potentiel, y compris la reconnaissance de leur comportement inapproprié, un accord pour respecter votre autorité parentale, et des visites supervisées initialement seulement. Ils vont détester ça, ai-je dit en imaginant la réaction de mon père à être supervisé comme un enfant. Précisément. Cela établit qui détient le pouvoir dans cette relation à partir de maintenant. Toi. S'ils veulent vraiment une relation avec Harper,
ils finiront par s'y conformer. Si leur fierté compte plus que leur petite fille, cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir. À la fin de notre réunion, je me suis senti armé de protection juridique et de clarté émotionnelle. Marisa allait gérer toutes les communications avec mes parents à l'avenir, créant un tampon qui les empêchait de me manipuler directement. Par mesure de précaution pratique, j'ai également mis en place des mesures de sécurité autour de notre maison. J'ai installé une sonnette vidéo pour surveiller toute visite inattendue et j'ai parlé avec l'école d'Harper pour mettre à jour sa liste de ramassage approuvée afin d'exclure explicitement mes parents. La conseillère scolaire, Mademoiselle Dubois, s'est montrée compréhensive et solidaire. Malheureusement, nous rencontrons très souvent des situations familiales conflictuelles, a-t-elle expliqué lors de notre réunion. Nous pouvons signaler le dossier d'Harper pour nous assurer que seuls les adultes autorisés puissent venir la chercher et les enseignants seront informés de surveiller toute tentative de contact non autorisé. La conversation a naturellement évolué vers la discussion de la façon dont Harper faisait face au changement soudain de dynamique familiale. Elle a posé quelques questions sur la raison pour laquelle ses grands-parents sont partis si vite, ai-je avoué, j'ai essayé d'expliquer en termes appropriés à son âge les limites saines et le respect. Mademoiselle Dubois a offert des conseils précieux. Les enfants sont incroyablement résilients, mais ils ont besoin d'explications honnêtes et simples. Évitez de diaboliser vos parents tout en validant que leur comportement était inapproprié. Voulez-vous que j'aie quelques sessions de suivi avec Harper? J'ai accepté avec gratitude, sachant qu'un adulte de soutien supplémentaire ne pouvait qu'aider Harper à traiter la situation. Ces mesures pratiques ont fourni un cadre de sécurité, mais le travail émotionnel s'est poursuivi à la maison. Un soir, environ 2 semaines après la confrontation, Harper s'est approché de moi alors que je préparais le dîner. Maman, le grand-père et la grand-mère d'Emma l'emmènent prendre une glace tous les vendredis et lui achètent plein de cadeaux. Pourquoi notre grand-mère et notre grand-père sont-ils différents? J'ai posé le couteau que j'utilisais pour hacher les légumes et j'ai invité Harper à s'asseoir au comptoir de la cuisine. Ces moments de curiosité étaient des occasions de conversations honnêtes. Les familles sont toutes différentes, ma chérie. Certains grands-parents habitent à proximité et voient leurs petits-enfants tout le temps. Certains habitent loin. Et certains, comme grand-mère et grand-père Dubois, ont du mal à comprendre comment être gentil et respectueux envers tout le monde dans la famille. Le front d'Harper se plissa de concentration. Comme quand ils ont mis des notes méchantes dans ma robe d'anniversaire. J'ai essayé de cacher ma surprise. Tu étais au courant de ces notes? Elle a hoché la tête solennellement. J'en ai vu une qui disait que tu étais une mauvaise maman, mais ce n'est pas vrai. Tu es la meilleure maman. Des larmes ont jailli dans mes yeux alors que je la prenais dans une étreinte. Merci, ma chérie. Cela signifie tout pour moi. Pourquoi dirait-il des choses méchantes sur toi? Ne t'aime-il pas? La question innocente a atteint le cœur de décennies de douleur. Comment expliquer la parentalité narcissique à une enfant de 7 ans? Ils m'aiment bien, mais ils ne savent pas toujours comment montrer leur amour de manière saine. Parfois, les gens pensent que l'amour signifie contrôler les autres ou les faire se sentir mal pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Mais le vrai amour signifie respecter les gens et vouloir qu'ils soient heureux, même s'ils font des choix différents de ceux que vous feriez. Harper semblait y réfléchir profondément, comme tu me laisses choisir entre le ballet et le football même si tu voulais vraiment que j'essaie le ballet. J'ai souri à son analogie parfaite. Exactement comme ça. L'amour, c'est soutenir les choix des gens, pas leur imposer ses propres désirs. Alors, nous ne pouvons pas voir grand-mère et grand-père jusqu'à ce qu'ils apprennent à ne pas être contrôlants. C'est exact. Et j'espère qu'un jour ils apprendront, car j'aimerais que tu aies une relation avec eux, mais seulement si elle est saine. Ces conversations ont continué au cours des semaines suivantes, chacune étant une occasion de renforcer les idées sur les relations saines et les limites. Pendant ce temps, j'ai travaillé sur mes propres émotions complexes lors de séances hebdomadaires avec le docteur Lefebvre. J'attends toujours de me sentir coupable, ai-je avoué lors d'une séance. Ils m'ont envoyé des courriels par l'intermédiaire de leur avocat disant que je suis cruel pour les avoir tenus éloignés d'Harper, que je les punis injustement. Une partie de moi se demande encore si j'exagère. C'est le conditionnement qui parle, a observé le docteur Lefebvre. Tu as été élevé pour privilégier leurs sentiments plutôt que les tiens, pour douter de tes perceptions lorsqu'elles entraient en conflit avec les leurs. Rompre ce schéma est un travail difficile, mais ça fait différent maintenant quand je pense à ces notes qu'ils ont cachées pour qu'Harper les trouve. Je ne ressens pas de culpabilité.
Je ressens de la colère juste. Le docteur Lefebvre a souri. C'est un progrès. La colère peut être saine lorsqu'elle motive la protection de nous-mêmes et de ceux que nous aimons. Tu ne les coupes pas pour les punir. Tu fixes des limites pour protéger Harper de la manipulation. Il y a une grande différence. Alors que nous approchions du premier mois depuis la confrontation, ma mère a tenté une nouvelle tactique. Une grande boîte est arrivée adressée à Harper, contenant une maison de poupées élaborée qui devait coûter des milliers d'euros. La carte d'accompagnement disait simplement « Tu nous manques ». Bisous, grand-mère et grand-père. Pas de note cachée cette fois, mais le message était clair. Nous pouvons fournir ce que ta mère ne peut pas. Plutôt que de cacher le cadeau, je l'ai utilisé comme un autre moment d'apprentissage. Harper, grand-mère et grand-père t'ont envoyé cette maison de poupées. C'est très gentil de leur part, mais te souviens-tu de ce dont nous avons parlé à propos des cadeaux? Elle a hoché la tête sérieusement. Les cadeaux ne devraient pas essayer de te faire des choses ou de te faire sentir mal. C'est exact. Penses-tu que c'est ce genre de cadeau ou juste un joli présent? Elle a étudié la maison de poupées avec réflexion. Je pense qu'ils essaient peut-être de me faire me manquer d'eux et de te faire en vouloir pour ne pas me laisser les voir. Sa perspicacité m'a émerveillé. À 7 ans, elle développait déjà une conscience de la manipulation que j'avais mis des décennies à reconnaître. Qu'est-ce que tu penses que nous devrions faire? Ai-je demandé. Puis-je la garder? Si je sais que c'est ce genre de cadeau, j'aimerais vraiment y jouer. J'ai ri de son approche pratique. Oui, nous pouvons. Savoir la différence est ce qui compte. Par l'intermédiaire de Marisa, j'ai envoyé un bref message accusant réception de la maison de poupées et réitérant nos conditions pour reprendre contact. Il n'y a pas eu de réponse. Le travail est devenu une autre arène inattendue de rétablissement. Lorsque j'ai eu besoin de prendre congé pour des consultations juridiques et des rendez-vous de conseil pour Harper, j'ai expliqué à contre-cœur la situation à ma patronne, Alicia. À ma grande surprise, elle s'est montrée extraordinairement solidaire. Les limites familiales sont des limites saines, a-t-elle déclaré. Prends tout le temps dont tu as besoin. Tes projets peuvent attendre quelques jours. Cette validation de la part de quelqu'un extérieur à la situation a renforcé l'idée que je n'exagérais pas ou que je n'étais pas déraisonnable. Des personnes normales et saines comprenaient le besoin de limites face à la manipulation. Au fil des semaines se sont transformées en mois, nous avons établi de nouvelles traditions pour remplacer les lacunes laissées par la famille élargie. Les dîners du dimanche avec Jessica et sa famille sont devenus un moment fort hebdomadaire. Harper a rejoint une équipe de football, développant des amitiés avec ses coéquipières et leurs familles. Notre monde s'est élargi d'une manière qui n'aurait jamais été possible sous l'influence de contrôle de mes parents. 6 mois après la confrontation, les lettres recommandées se sont finalement arrêtées. Mes parents s'étaient apparemment lassés de payer des frais juridiques pour des réponses qui ne changeaient jamais. Par l'intermédiaire de connaissances communes, j'ai entendu dire qu'ils avaient entrepris une longue croisière européenne, disant à leurs amis qu'ils avaient besoin d'une pause dans le drame familial. Leur retraite ne ressemblait pas à une défaite ni même à une victoire. Elle confirmait simplement ce que j'avais toujours suspecté. Leur désir de contrôle surpassait leur amour pour Harper. Face au choix entre une relation à des conditions saines ou aucune relation du tout, ils ont choisi leur fierté. Mais là où il aurait dû y avoir de la tristesse, j'ai trouvé une paix inattendue. Harper s'épanouissait, en sécurité dans la connaissance que sa mère la protégerait de quiconque ne respectait pas son bien-être, même la famille. Je devenais plus forte, fixant des limites dans d'autres relations, et reconnaissant ma valeur au-delà de l'approbation de mes parents. La robe rose traînait toujours dans la garde-robe d'Harper, un rappel non pas de la manipulation, mais de la résilience. Elle la portait occasionnellement pour des événements spéciaux, complètement inconsciente de la transformation qu'elle représentait pour nous deux. Ce que mes parents avaient intentionnellement conçu comme une arme était devenu un symbole de notre libération. Un soir, alors que je bordais Harper, elle a posé une question qui a montré le chemin parcouru. « Maman, penses-tu que grand-mère et grand-père apprendront un jour à aimer sans contrôler ?» J'ai lissé ses cheveux sur son front. Je ne sais pas, ma chérie. Les gens peuvent changer, mais ils doivent le vouloir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est garder notre porte ouverte s'ils décident un jour de la franchir de la bonne manière. J'espère qu'ils apprendront, a-t-elle dit, d'un ton endormi. Mais ça me va s'ils n'apprennent pas. Nous avons beaucoup de gens qui nous aiment de la bonne manière.
Alors que je l'embrassais bonne nuit, j'ai émerveillé de sa sagesse. Parmi tous les cadeaux que mes parents m'avaient jamais donnés, le plus grand avait été involontaire, cette dernière poussée vers la liberté et l'estime de soi pour nous deux. 6 mois se sont transformés en un an, et le 8e anniversaire d'Harper approchait sans aucune de l'anxiété qui avait assombri son 7e. Nous avions prévu une fête sur le thème de l'espace au planétarium de Lille, reflétant sa nouvelle obsession pour l'astronomie. La robe rose avait depuis longtemps été trop petite et donnée, remplacée par une collection de t-shirts scientifiques et de jeans confortables qui convenaient mieux à son style de vie actif. Au cours de cette année de distance avec mes parents, Harper et moi avions prospéré d'une manière que je n'avais pas anticipée. L'anxiété constante de faible intensité qui avait été ma compagne de toute une vie s'est progressivement dissipée. La prise de décision est devenue plus facile sans la considération réflexive de ce que mes parents penseraient. Mon entreprise de graphisme s'est développée à mesure que je prenais des risques créatifs qui, auparavant, auraient semblé trop incertains pour Harper. Le changement s'est manifesté par une confiance et une intelligence émotionnelle croissantes au-delà de son âge. La conseillère scolaire, avec qui elle continuait des séances de suivi occasionnelles, a fait remarquer sa capacité inhabituelle à identifier les comportements manipulateurs dans les dynamiques de cours de récréation et à s'en retirer dans des situations malsaines. Elle a dit hier à une camarade qu'elle ne jouerait pas si le jeu lui demandait d'être méchante avec un autre enfant, a rapporté mademoiselle Dubois lors de l'une de nos mises à jour. Quand on lui a demandé, elle a dit « Les vrais amis ne te font pas choisir entre être gentil et être inclus ». C'est une perspicacité remarquablement mature pour une enfant de 8 ans. La fierté a gonflé ma poitrine en entendant cela. Les leçons douloureuses de notre rupture familiale s'étaient traduites par des outils émotionnels précieux pour Harper, lui épargnant potentiellement des années de complaisance et de lutte pour les limites que j'avais endurées. Notre parcours de guérison n'a pas été sans soutien professionnel. Le docteur Lefebvre m'a fait découvrir plusieurs pratiques thérapeutiques qui se sont avérées transformatrices. La plus importante d'entre elles fut le travail sur l'enfant intérieur, me permettant de me reconnecter et de nourrir la partie de moi qui avait été blessée par l'amour conditionnel de mes parents. Imaginez votre moi enfant, me guiderait le docteur Lefebvre. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre de votre part maintenant? Cette pratique était d'abord maladroite, mais est progressivement devenue puissante. J'ai appris à me traiter avec la compassion et la validation que j'avais toujours recherchées, ce qui, à son tour, a amélioré ma capacité à élever Harper avec un attachement sain plutôt qu'un contrôle anxieux. Nous avons également intégré le rituel dans notre rétablissement. À l'anniversaire de la confrontation, Harper et moi avons créé un mur de la liberté dans notre appartement, un tableau de liège où nous avons épinglé des représentations de choix que nous avions faits indépendamment. Les contributions d'Harper comprenaient sa décision d'arrêter le ballet au profit du football, le choix d'une nouvelle housse de couette sans consulter personne, et le fait de se dresser contre un ami qui l'avait poussé à partager des réponses d'examen. Mes propres épingles reflétaient des choix de carrière, des décisions de rencontres prises sans crainte de jugement et de petits actes quotidiens d'autoconfiance. Ensemble, la collection illustrait notre confiance croissante en notre propre guidance intérieure plutôt qu'en l'approbation externe. Notre cercle de soutien s'est élargi organiquement pendant cette période. Jessica et sa famille sont restés des alliés inébranlables, mais nous nous sommes également connectés à un groupe de parents célibataires par l'intermédiaire de l'école d'Harper, formant des amitiés avec d'autres qui naviguaient dans des dynamiques familiales complexes. Les dîners potluck mensuels avec cette famille choisie sont devenus un moment fort pour nous deux, apportant la chaleur de la communauté sans la toxicité de la manipulation. Le seul contact de mes parents est venu lors du 8e anniversaire d'Harper lorsqu'une carte est arrivée contenant un chèque de 1000 € et une brève note pour le fonds d'études d'Harper. Aucune condition. J'ai étudié la carte attentivement, à la recherche de pics cachés ou de manipulations subtiles. N'en trouvant aucune, j'en ai discuté avec le docteur Lefebvre. Cela pourrait être un véritable rameau d'olivier, a suggéré TL, ou une autre tentative de rétablir le contact selon leurs termes. La question est, qu'est-ce qui te semble juste? Après mûre réflexion, j'ai déposé le chèque sur le compte d'études d'Harper, mais n'ai envoyé qu'une brève reconnaissance par l'intermédiaire de Marisa plutôt que d'ouvrir une communication directe. C'était un petit pas, ni rejetant leurs gestes ni se précipitant dans des dynamiques potentiellement nuisibles. Un domaine de croissance inattendu est apparu dans ma vie amoureuse. Avant la confrontation avec mes parents, j'avais évité les relations sérieuses depuis mon divorce, craignant inconsciemment de reproduire les schémas malsains avec lesquels j'avais grandi. Avec une nouvelle conscience de ces schémas, j'ai prudemment recommencé à fréquenter des gens.
Maintenant capable d'identifier les signaux d'alarme qui auparavant auraient semblé normaux. 3 mois après une relation prometteuse avec Marc, un architecte paysagiste que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un client, il a fait un commentaire sur ma tenue qui portait une pointe de la critique avec laquelle j'avais grandi. Plutôt que de l'ignorer ou de douter de ma perception, j'y ai directement abordé. Ce commentaire m'a semblé critique d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. J'ai besoin que tu comprennes que je suis sensible à ce type de communication à cause de mon histoire. Sa réponse m'a tout dit sur son potentiel en tant que partenaire. Au lieu de défensive, il a montré une préoccupation sincère, s'est excusé et a posé des questions réfléchies sur la façon de mieux communiquer. Cette réponse saine à la définition des limites était si étrangère à mon expérience que j'ai en fait pleuré par la suite, submergé par le contraste avec les réactions de mes parents à des conversations similaires. À l'approche de la fête d'anniversaire d'Harper, Marc a demandé s'il pouvait y assister, ayant rencontré Harper plusieurs fois lors de sorties informelles. Je le voudrais bien, ai-je dit, mais je veux être clair que nous apprenons encore à nous connaître, et le bien-être émotionnel d'Harper passe avant tout. Pas de grands gestes ni de tentatives pour la gagner. D'accord, absolument, a-t-il accepté. Je suis heureux d'être juste un autre adulte célébrant sa journée spéciale. Cette introduction mesurée de Marc dans la vie d'Harper exemplifiait ma nouvelle approche des relations, privilégiant le discernement prudent plutôt que la complaisance ou l'attachement précipité. La célébration d'anniversaire elle-même fut un joyeux chaos, avec 12 enfants explorant les expositions du planétarium avant de se rassembler pour le gâteau sous un dôme d'étoiles projetées. Harper était dans son élément, expliquant les constellations à ses amis avec un enthousiasme contagieux. Alors que la fête touchait à sa fin et que les parents arrivaient pour le ramassage, j'ai trouvé un moment de calme avec Harper près de la table des cadeaux. « As-tu passé un merveilleux anniversaire, ma chérie ?» Elle a hoché la tête avec emphase. « Le meilleur de tous. » Et devine quoi? Je n'ai même pas pensé à grand-mère et grand-père de toute la journée. Ces observations innocentes m'ont frappé par leur profondeur. L'absence de mes parents, qui aurait autrefois semblé un vide douloureux à combler avec des excuses ou des explications, était simplement devenue notre normalité. Harper n'était pas endommagée ou privée par leur absence. Elle s'épanouissait. Ce soir-là, après avoir bordé une Harper épuisée mais heureuse, je me suis assise sur notre petit balcon avec une tasse de thé, réfléchissant au parcours de l'année écoulée. La confrontation douloureuse qui avait initialement semblé une fin avait en fait été un début. Le premier pas vers une vie authentique, sans contrainte de manipulation et d'amour conditionnel. La leçon la plus profonde avait émergé progressivement. Le véritable amour, qu'il soit parental, romantique ou amical, n'exige jamais une diminution de soi. Il s'étend plutôt qu'il ne se contracte, libère plutôt qu'il ne contrôle, célèbre la croissance plutôt qu'il ne punit l'indépendance. En restant ferme contre la manipulation de mes parents, j'avais non seulement protégé Harper, mais je lui avais également montré le respect de soi féroce que j'espérais qu'elle porterait tout au long de sa vie. J'avais également appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par l'attachement sain. Les personnes qui s'étaient ralliées à nous au cours de la dernière année, qui avaient respecté les limites et offert leur soutien sans attendre en retour, étaient plus véritablement de la famille que ceux qui partageaient notre ADN mais ne pouvaient pas honorer notre autonomie. Plus important encore, j'avais découvert que rompre les schémas générationnels de contrôle et de manipulation émotionnelle n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Bien que douloureux à court terme, la perturbation des dynamiques toxiques créait de l'espace pour que de nouveaux schémas plus sains émergent. En refusant de continuer le cycle, j'avais donné à Harper un héritage différent, celui de l'intelligence émotionnelle et de limites claires. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jessica. Je prends juste des nouvelles. Comment la princesse de l'espace s'est-elle débrouillée avec sa fête? J'ai souri à sa vérification attentionnée et j'ai répondu, journée incroyable. Elle est au-delà de la lune, littéralement. Merci pour tout cette année. La réponse de Jessica est arrivée rapidement. C'est ce que fait la vraie famille. Pas besoin de remerciements. Alors que j'étais assise dans le calme du soir à regarder les étoiles apparaître au-dessus de notre petit jardin sur le balcon, j'ai ressenti une paix profonde. Le chemin de la guérison était toujours en cours. Mais la partie la plus difficile, la rupture initiale des schémas toxiques, était derrière nous. Devant nous s'annonçait le déploiement progressif de vie construite sur l'authenticité plutôt que sur l'apparence, sur la connexion authentique plutôt que sur le contrôle. La robe rose avec ses dagues cachées était destinée à blesser, à créer la division et le doute. Au lieu de cela,
Elle était devenue le catalyseur de la libération. En essayant de resserrer leur emprise, mes parents avaient finalement perdu leur emprise entièrement, libérant Harper et moi pour découvrir qui nous étions vraiment au-delà de leurs définitions et attentes étroites. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille pour vous protéger ou protéger vos enfants? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que reconnaître la manipulation est la première étape vers la liberté. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'expériences de vie réelle sur la façon de trouver la force à travers des dynamiques familiales difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours et j'espère qu'il vous aidera à faire confiance à votre instinct lorsqu'un événement vous semble incorrect, même s'il se présente sous le déguisement de l'amour.